Salut les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dimanche et c'est le jour de la récap. On revient rapidement sur les news les plus marquantes de cette semaine et croyez-moi, cette semaine, il y en a eu. Normalement, ça aurait dû être une semaine plus calme, mais Microsoft a décidé de chambouler tout ça, ou plutôt peut-être un de ses employés. On aura peut-être des nouvelles un jour là-dessus, peut-être pas, mais en tout cas, c'est l'heure de la récap. Donc on démarre ensemble les amis. Allez, c'est parti. Bon, entre nous, cette semaine aurait pu être assez cool. Alors même s'il y a le Tokyo Game Show qui rajoute de l'actualité, des news sur une semaine dite normale, ça aurait pu être assez tranquille quand même. Mais il y a une personne chez Microsoft qui a décidé que ça allait pas être tranquille. C'est clair et net. Ils ont absolument renversé le game en diffusant, en faisant fuiter des choses absolument dingues et de mémoire de joueurs, et ça s'est vu d'ailleurs sur diverses chaînes YouTube, sur Internet en grande majorité, le plus grand leak de l'histoire du jeu vidéo. Attention à mettre une petite réserve dessus, et j'y reviens très vite. Plus grand leak de l'histoire parce que tout ce que Microsoft est en train de prévoir jusqu'à l'année 2030 vient tout juste d'être diffusé. C'est complètement fou. Ça a rythmé toute notre semaine passée avec des choses complètement dingues. On connaît les noms de code des futures consoles refresh de celles actuelles, la S et la X. On connaît leur design, on connaît leur nom définitif, on connaît leurs nouvelles caractéristiques, on connaît leur prix. C'est complètement fou. De mémoire de joueur, vraiment, je n'ai jamais vu une chose pareille. Vraiment. On sait même certaines informations déjà très intéressantes sur la prochaine génération de consoles, la 10e génération de consoles, qui va bénéficier déjà de la puissance d'une console brute en termes matériels, mais qui va en plus inclure le cloud gaming, le streaming et l'intelligence artificielle. À mon avis, ça va être quelque chose d'assez monstrueux, mais là, c'est vrai qu'au niveau matériel, avec en plus de ça une nouvelle manette, les nouvelles consoles, mais aussi la stratégie, le marketing, la philosophie de jeu, bref, tout a été révélé. Certains pourraient dire oui, mais bon, la concurrence, ils le savent plus ou moins déjà. C'est pas faux, mais ça donne quand même des munitions à la concurrence de se protéger. Ça, c'est clair et net. On va pas se mentir, si on se met à la place, par exemple, de Sony, de se dire, bon, que va faire Microsoft? En fait, ils savent tout. Ils ont juste à ouvrir leur écran, d'ouvrir leur smartphone, et ils savent tout. Eux-mêmes maintenant, ils peuvent adapter leur stratégie en fonction de ce que Microsoft est en train de prévoir. Alors, on est d'accord aussi, il y a des choses qui vont bouger, c'est sûr et certain. Quand on a des révélations aussi importantes, eh bien, la meilleure façon de se prémunir de l'action des concurrents, c'est de changer ses plans, tout simplement. Et c'est vrai que Phil Spencer a déclaré qu'il y a déjà des choses qui ont déjà changé. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, quand on apprend aussi que Microsoft avait des vues très intenses sur Nintendo, en ça, un possible rachat de Nintendo, en tout cas un intérêt vraiment fort, eh bien, cette révélation peut servir aussi aux géants japonais Nintendo, qui, même s'ils le savaient, c'est clair et net, ils le savaient que Nintendo voulait les racheter. D'ailleurs, ils avaient tenté de le faire il y a de ça quelques années. Mais en fait, avoir cette information noir sur blanc avec ce mail écrit par Phil Spencer qui le dit vraiment sans détour, Nintendo peut très bien se servir de cette information pour se protéger, pour se prémunir en augmentant ses actifs en faisant du bon boulot. Et entre nous, Nintendo fait de l'excellent travail. Il cherche en plus à se diversifier avec une diversification très très intelligente. On l'a vu par exemple avec le film Super Mario Bros. Il y a le Nintendo World qui est vraiment fabuleux. Il y a ce nouveau musée Nintendo qui va bientôt ouvrir ses portes. Bref, le géant japonais grandit, essaye en tout cas de le faire de manière intelligente, il ne s'éparpille pas un petit peu dans tous les sens, et ce qui pourrait un petit peu les fatiguer, épuiser des ressources, j'ai envie de dire presque pour rien. Non, là c'est de manière vraiment très intelligente, c'est calculé, c'est maîtrisé, avec des jeux qui arrivent sur la Nintendo Switch, qui pourtant arrivent à la fin de sa vie, et malgré ça, elle cartonne plus que jamais. La prochaine console qui commence vraiment à faire parler d'elle. Bref, Nintendo
se protège indirectement, il contente ses fans, et ça c'est une très très bonne chose, avec des jeux vraiment léchés, mais ça leur sert parce que ça leur permet de grandir, de grossir, et donc de se protéger d'un éventuel concurrent un peu trop affamé, et là bah, c'est Microsoft qui était vraiment très intéressé. Bref, c'était quelque chose d'absolument dingue. Et je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, quand je vous ai dit que c'était historique. Alors oui, dans les faits, c'est historique parce que jamais autant d'infos aussi importantes n'ont été révélées au même moment. Et en plus de ça, par une erreur interne, hein, par Microsoft eux-mêmes. Donc c'est quand même assez ballot. Mais quand je vous ai dit qu'il faudrait prendre un petit peu de recul et de relativiser un petit peu, ben, c'est simple. Parce que à l'époque de Super Nintendo, Mega Drive, bref, toutes les grands-mères que j'ai derrière moi dans mon décor, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas toutes les technologies propres et autour de l'Internet, les smartphones et compagnie. Du coup, s'il y avait des leaks, bah, ça restait en interne en fait. Les équipes, les responsables, les dirigeants arrivaient plus ou moins à garder ça en interne, secret, et de régler les problèmes, les affaires très vite avant que ça ne s'ébruite. D'ailleurs, de temps en temps, ça revient, des petites informations du passé concernant les grands-mères qui sont derrière moi. Mais ça, ce sont des déclarations de tel ou tel ancien dirigeant qui décide de divulguer telle ou telle chose. Euh, mais c'est sûr et certain qu'il y avait des fuites, c'est sûr et certain qu'il y avait des problèmes à l'époque. Sauf que bah, il n'y avait pas la technologie que nous on connaît aujourd'hui, les smartphones, Internet, les réseaux sociaux, qui font que s'il se passe quelque chose là aujourd'hui, mais demain ou dans 48 heures, mais ça fait le tour de la planète 6 fois. Si demain PlayStation arrête les consoles et se décide, je sais pas, de se lancer dans l'alimentaire, dans le fast-food, mais au moment même où ils ont terminé de déclarer ça, ça fait le tour de la planète 25 fois. À l'époque, c'était pas possible. Donc, en fait, c'est un effet pervers. On a accès à des technologies fabuleuses qui permettent des choses fabuleuses, mais d'un autre côté, bah, ça peut mettre énormément de pression à certaines personnes. Là, on l'a vu à Microsoft, à Xbox, à Phil Spencer. J'imagine un peu les responsables de cette fuite qui doivent l'avoir mauvaise, s'ils sont encore dans l'entreprise. Ça, on ne le saura probablement jamais. Mais voilà, ça impose beaucoup de choses, beaucoup de contraintes, des pressions aussi sur les épaules de pas mal de personnes qui bah, doivent faire attention à tout ce qu'ils font, à tout ce qu'ils disent. Ils sont plus ou moins épiés. Donc ça peut être un problème. En tout cas, bah, cette grosse, énorme faute de Microsoft bah, nous a bien servi, c'est clair, parce qu'on a pu faire du contenu, on a pu faire beaucoup, beaucoup de vidéos. Microsoft devrait faire un petit peu attention, à mon avis, hein, pour les prochains mois, pour les prochaines années, à ses employés, de resserrer un petit peu la vis, faire gaffe à ce genre de choses, parce que bon, dans l'absolu, là, tout ce qui a été diffusé, on l'a dit, c'est absolument monstrueux, c'est colossal, c'est historique, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, mais dans le fond, c'est pas super grave. S'ils avaient révélé des choses un peu plus importantes, on peut très bien imaginer par exemple le design de la future console de 10e génération, les vraies caractéristiques complètes de la future console, ça aurait été un peu plus problématique. Là, c'est vraiment dommage, ça ne devrait pas arriver, c'est une faute grave, vraiment, qui peut en plus de ça servir à la concurrence. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais ça pourrait éventuellement. Dans l'absolu, c'est pas la mort non plus, mais il va falloir faire très très attention parce que là, on est proche de l'amateurisme en fait. Hein. C'est assez clair et net. De mémoire de joueur, j'ai jamais vu ça, et de voir autant d'infos aussi importantes et aussi variées sur un large panel. Hein. Ça touche la manette, ça touche la Xbox S, la X, la future, la stratégie commerciale, le marketing, le rapprochement avec d'autres entreprises. Ça inclut Activision, Nintendo, bref, un vrai bazar. Là, c'est vraiment presque de l'amateurisme pour une entreprise aussi colossale que Microsoft. Ça fait pas sérieux, donc j'espère vraiment qu'ils vont se reprendre, faire attention un petit peu à ça, mais attention, là on parle de Microsoft, demain Sony peut très bien faire la même erreur, voire Nintendo ou un autre, hein. Ça c'est sûr et certain. On passe le chapitre Microsoft de côté, parce qu'on en a assez parlé, à mon avis, même si ça va revenir, parce qu'au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, il y en a une qui est plutôt agréable, en tout cas pour Microsoft Xbox, bah parce que ça fait un an et demi même, bah, qu'il y a ce feuilleton gigantesque concernant le rachat d'Activision Blizzard King. La CMA a donné son pré-accord, oh là là, le son qui se met, son pré-accord concernant donc
le rachat d'Activision Blizzard King. Vous le savez, on y revient dessus vite fait. Microsoft cherche donc à acheter le groupe Activision Blizzard King pour la modique somme de 70 milliards de dollars, ce qui en ferait d'ailleurs le rachat le plus important, le plus colossal de l'histoire du jeu vidéo. Décidément, Microsoft tape vraiment très très haut en ce moment entre les leaks historiques, le rachat historique. Franchement, c'est un petit peu le thème. Mais la CMA avait apposé son refus, tout comme la FTC d'ailleurs, hein, l'autorité de régulation américaine qui a été déboutée par la justice américaine. Sauf que la CMA a la dent dure, ils ont refusé, mais Microsoft a revu ses plans, ils ont apporté de grands changements. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais vous le savez maintenant, ils ont confié la branche streaming des jeux Activision à Ubisoft. Ce qui fait que, en fait, la CMA est retournée au travail parce que ça a changé la donne. Le contrat, entre guillemets, était complètement modifié. Et cette modification, vraiment grande de la part de Microsoft, tout simplement contenté la CMA qui a donc déclaré en pré-validation que oui, ils étaient certainement OK concernant le rachat d'Activision Blizzard King par Xbox. L'annonce finale sera le 6 octobre prochain. Vous le savez, la date butoir vraiment définitive, c'est le 18 octobre. Au-delà, Microsoft devra payer des pénalités assez lourdes à Activision. Du coup, cette date du 6 octobre qui a été annoncée par la CMA pour donner son avis final, c'est bien, ça rassure Microsoft, c'est très très bien parce que c'est avant la fin du compte à rebours. Du coup, normalement, ça devrait le faire, sauf vraiment énorme problème, ça devrait vraiment le faire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire assez drôle, la boss de la CMA, donc la boss de l'autorité de régulation anglaise, a déclaré quelque chose comme un petit pic un petit peu à Microsoft en disant que cette modification, en fait, elle aurait pu être apportée dès le début. Ils auraient pu inclure ça dans le package du début, ce qui aurait eu comme effet de raccourcir toutes ces tractations. Il n'y aurait pas eu tous ces reports, ils auraient gagné du temps, ils auraient donné leur accord dès le début. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on ne va pas se mentir. Ce deal, cet accord entre Microsoft et Ubisoft, à mon avis, il existe depuis le début. Ça, c'est clair et net, c'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain. Il y a des contrats à établir, il y a des tractations à établir entre les deux compagnies, puis il faut savoir aussi si ça intéresse Ubisoft. Visiblement, c'est le cas, mais c'est quelque chose d'assez compliqué qui doit être mis en place, voir aussi la faisabilité, les propriétés intellectuelles, bref, c'est compliqué. Alors, ils ont une armée d'avocats l'un et l'autre pour pouvoir accélérer les choses, mais ça se fait pas comme ça. Du coup, je suis sûr que ce deal était déjà imaginé dans le passé, récent, dès le début, sauf que Microsoft a essayé de passer sans ça, voir si ça va. La CMA a refusé, ils ont ressorti en gros la deuxième munition qu'ils avaient un petit peu sous la manche. Donc voilà, en gros, c'est presque OK. On attend maintenant le 6 octobre, ça arrive très vite pour avoir enfin mot de ce feuilleton qui dure depuis 1 an et demi concernant le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Dans l'absolu, on a beaucoup parlé du géant américain cette semaine, du négatif, mais on vient de le voir aussi un petit peu de positif. On avait abordé un sujet assez gênant, franchement, au niveau du jeu vidéo dans la semaine, les amis, celui de Electronic Arts, une compagnie qui me donne mal à la tête en fait. Franchement, cette compagnie me donne mal à la tête parce que en tant que joueur, j'ai d'énormes souvenirs très positifs sur cette compagnie avec les anciens FIFA, plein d'autres jeux. Les Need for Speed, les Battlefield, bref, j'ai été vraiment bercé dans Electronic Arts. Toutes les personnes qui ont connu les jeux à l'ancienne, j'ai envie de dire, connaissent Electronic Arts. Ça fait partie un petit peu de notre patrimoine du jeu vidéo. Mais depuis quelques années, cette compagnie me donne une migraine de dingue parce que, je l'avais dit d'ailleurs dans cette news, elle a une faculté étonnante, hallucinante à détruire des licences, à détruire des jeux. J'aimerais vraiment pas être à la place des développeurs qui travaillent pour Electronic Arts, de savoir qu'un jeu arrive, je me suis donné du mal pour pouvoir travailler avec des collègues pour faire ce jeu, nous sommes fiers de ce travail, mais peut-être que dans 2, 3, 4 mois, la compagnie mère va décider tout simplement de mettre notre travail à la poubelle. Eh bien, ça commence à sentir mauvais pour Immortals of Aveum, un jeu qui semble en plus vraiment pas mauvais du tout, il est plutôt intéressant, c'est fun, c'est différent, un FPS avec de la magie, c'est pas commun, le jeu a l'air plutôt pas mal techniquement parlant, c'est rythmé, il y a de l'action. Alors le jeu n'est pas super bien optimisé, il a quelques soucis techniques,
Mais j'ai envie de dire, quel jeu aujourd'hui ne sort pas avec des soucis techniques? À part d'aller chez Nintendo, même si ça arrive de temps en temps, ce qui est assez rare, il faut l'admettre, mais le jeu vidéo d'aujourd'hui sort et il n'est pas fini. On achète des jeux et il faut encore ajouter des patchs de correction. Je ne me souviens pas vraiment la dernière fois où j'ai acheté un jeu, où j'ai téléchargé un jeu, et il ne fallait pas y inclure un patch Day One. C'est comme ça. Le jeu n'a même pas encore été lancé que le patch est déjà disponible sur Internet. Donc, je ne suis pas étonné en fait de voir un jeu qui a quelques soucis techniques. On pourrait appeler ça des soucis de jeunesse, des problèmes de jeunesse. C'est comme ça. C'est voilà, les développeurs ont énormément de pression sur les épaules. Il faut sortir le jeu coûte que coûte à la date indiquée, même s'ils doivent zapper quelques petits aspects techniques de finition, de peaufinage. Immortals of Aveum en fait partie, mais c'est pas une purge non plus. On a vu bien pire. Hein. On peut par exemple mentionner Redfall. Immortals of Aveum est bien mieux techniquement et avec une finition de bien meilleure qualité, mais n'empêche que il a quelques soucis. En un FPS solo, c'est déjà compliqué, hein, ça limite quand même pas mal sa diffusion. Du coup, le jeu fait vache maigre au niveau de joueurs simultanés. Sur Steam, on avait vu très récemment qu'il n'y avait que 50 joueurs simultanés sur ce titre. C'est dommage parce que le contenu est pas mal, le jeu a l'air sympa. Il manque des choses. Oui, il manque un mode multijoueur. Pour un FPS, on est d'accord. Il manque une petite optimisation technique. Ça aurait été franchement pas de refus. Mais c'est pas le seul jeu qui a de gros problèmes en ce moment chez Electronic Arts. Il y en a un qui a même encore plus de problèmes, tout simplement parce qu'il est en passe d'être stoppé. Tout simplement, déjà son support est en train d'être stoppé par Electronic Arts. Et c'est franchement dommage parce que c'est un titre qui est vraiment pas mauvais lui aussi. Ce titre, c'est Wild Earth, un jeu qui fait rappeler un petit peu vaguement à Monster Hunter, avec des pouvoirs spéciaux, des facultés de construction, des décors vraiment sympas. Le jeu est plutôt fun. J'ai vu des reviews de youtubeurs sur ce jeu, ils étaient vraiment ravis d'y jouer. Pareil, oui, exactement pareil, il y a aussi des soucis techniques. Pareil, on pourrait dire des soucis de jeunesse. J'ai envie de dire la même chose. Quel jeu aujourd'hui ne sort pas sans ces fameux soucis de jeunesse? Mais toujours est-il qu'il était fun, il apportait de l'originalité, un petit gameplay un peu différent, et en tout cas, c'était sympa, un bon jeu multijoueur avec une qualité graphique plutôt pas mauvaise. Franchement, il y a des jeux qui sortent aujourd'hui qui sont bien pires que celui-là. Eh bien, c'est en train de s'arrêter. Le jeu a à peine 7 mois seulement, et il est déjà en train d'être arrêté par Electronic Arts. Et donc j'en reviens à ce que je disais au début, j'ai vraiment du mal à comprendre cette société, cette entreprise. C'est très compliqué, moi, elle me donne vraiment mal à la tête. À chaque fois qu'il y a un sujet qui aborde Electronic Arts, déjà, je sens que ça va sentir mauvais. Voilà, ça c'est clair et net. Alors, Need for Speed est très mal en point. FIFA, bon, ils ont arrêté, ils ont lancé leur propre licence, qui j'espère va fonctionner, parce que sinon, ça va être encore un autre jeu qui va rejoindre ce cimetière qui commence à déborder. Il y a aussi le cas Battlefield, un jeu emblématique, en tout cas pour moi, j'en suis un fan absolu, et le dernier numéro, bref, c'est de l'Electronic Arts. C'est dommage parce qu'il y a du monde qui travaille derrière, en fait, des équipes de développement qui se donnent à fond pour pouvoir sortir les jeux en temps et en heure. Et au final, pour voir leur production mis à la poubelle, c'est franchement triste. Alors, bon, on verra. On verra un petit peu comment ça va se développer pour la suite, mais Electronic Arts, franchement, c'est compliqué. Pour cette récap, les amis, il y a plusieurs sujets en même temps. Alors, parce qu'il y avait l'actu qui était un petit peu chargée, mais aussi parce que c'était la vidéo des 1000 abonnés. Je reviens dessus rapidement. Merci à tous d'être présents sur la chaîne, avec vos commentaires, avec vos partages, avec vos pouces, avec vos likes. Bref, ça me va droit au cœur. Et cette vidéo était un petit peu particulière. Hein. J'avais débarqué avec cette perruque qui peut-être a fait rigoler plus d'une personne. À l'époque, j'avais encore le gros bandage à la main droite. Ça me fait assez bizarre de me regarder à l'écran là et de faire ma vidéo là-dessus. Mais oui, c'était très important pour moi. Alors, dans l'absolu, 1000 abonnés, c'est pas énorme, hein, on va pas se mentir. Il y a des youtubeurs qui font la même chose que moi et bien mieux que moi avec bien plus d'abonnés. Mais c'est une, j'ai envie de dire, première étape sur quelque chose qui peut-être pourra aller un petit peu plus loin. En tout cas, ça prouve que ce que je fais
vous plaît, en tout cas je l'espère. J'ai mon style, je suis vraiment différent des autres personnes, je suis peut-être un petit peu plus calme, un peu plus sur la réserve, je fais moins de gesticulation dans tous les sens, je ne me mets pas à hurler dans tous les sens. Après, attention, le jour où j'aurai la fibre et qu'on aura l'occasion de se faire des lives quand il y a un événement, imaginons un énorme jeu qu'on n'attendait pas qui est révélé, une nouvelle console, je peux littéralement péter un plomb à l'écran. Mais c'est vrai que dans mes vidéos, qui sont enregistrées donc avec les rushs, je suis un peu, pas sur la réserve, mais un peu plus soft, un peu plus zen. C'est mon caractère, c'est comme ça. Quand j'étais sur Twitch, d'ailleurs avec la fibre, bah, j'espère pouvoir retourner aussi un petit peu sur Twitch, bah, j'étais déjà comme ça et les gens venaient sur ma chaîne parce que justement ils appréciaient ça. Donc bref, 1000 abonnés, les amis, je vous remercie infiniment. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir votre compagnie chaque jour avec des choses complètement absurdes, une sorte de guéguerre qu'il y a entre 2-3 abonnés, où vous vous tirez la bourre pour voir celui qui répond le premier sur mes vidéos dès le matin. Ça me fait rire chaque matin avec des records de vitesse absolus qui sont battus des fois, genre 15 secondes, 14 secondes, 3 secondes. C'est complètement hallucinant. Je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas, vous êtes vraiment trop fort et ça me fait vraiment rire. Donc merci beaucoup les amis. Là on voit une courte vidéo, un trailer de Cult of the Lamb. Pourquoi on voit ça? Et ça tombe très bien parce que j'allais enchaîner d'ailleurs là-dessus pour pouvoir apporter un nouvelle lecture, pardon je m'en mêle, sur Unity, le moteur 3D, le moteur de développement de Unity Technologies. Vous le savez, la compagnie Unity Technologies avait donc apposé des frais concernant l'installation des jeux, frais, taxes, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui seront donc à payer par le développeur du jeu, et ça, autant de fois que son jeu sera installé sur autant de machines, quelle que soit la plateforme. Ça fait grand bruit, vous le savez, on en a parlé, avec jusqu'à des menaces de mort, c'est très grave. Tout ça, c'est plus ou moins poussé par le président de Unity Technology, John Riccitiello, qui est assez spécial, on va pas se mentir, au niveau du business. C'était lui l'ancien PDG d'Electronic Arts, et c'est grâce à lui si on a pu avoir apparaître le loot dans FIFA par exemple. Il avait même émis l'idée de pouvoir faire payer les joueurs quand ils rechargent leur chargeur de munitions dans Battlefield, idée qui a été heureusement refusée, mais tout de même, il avait émis l'idée, donc ça vous donne un petit peu l'image de la personne. Donc voir Unity Technology apposer des frais d'installation au jeu aux développeurs, ça semble plutôt normal quand on connaît le personnage. Et heureusement, Unity Technology a déclaré qu'ils allaient revenir très probablement sur leur décision, en tout cas, qu'ils se mettaient à la réflexion avec leurs partenaires et autres pour pouvoir venir avec une autre lecture de cette idée. J'espère vraiment qu'ils vont l'abandonner. Tout ça parce que ça va faire du bien en tout cas aux développeurs, surtout les devs indépendants qui doivent un petit peu l'avoir mauvaise en ce moment. Et puis toute cette ambiance un peu toxique, néfaste autour d'Unity Technology, des développeurs, des éditeurs. Bref, c'est vraiment pas bon pour le business. J'espère qu'ils reviendront sur leurs paroles, sur leurs décisions. On verra ça un petit peu plus tard, les amis. Autre petit retour en arrière, les amis, du côté de chez Nintendo. Nintendo qui commence à avoir une actu plutôt chargée, avec pas mal de rumeurs autour de la compagnie, mais même au sein de la compagnie, avec par exemple les tout derniers Nintendo Direct, qui montrent vraiment beaucoup d'activités chez le géant japonais, et une Nintendo Switch actuelle qui, malgré son âge, malgré doucement mais sûrement qu'elle arrive à la fin de sa vie, propose encore de très bons titres. Mais oui, les rumeurs autour de Nintendo, le futur assez proche d'ailleurs de Nintendo, commence à être de plus en plus insistante. Et forcément, vous l'avez compris, on va parler de la future console de Nintendo. Alors, est-ce qu'elle s'appellera Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro, Nintendo Super Switch? Je n'en sais rien, peut-être même qu'il y aura un nom complètement différent. On sait déjà que la console va continuer sur le même modèle, une console type hybride qui pourra se docker et qui pourra se transformer en console portable. La machine risque d'être vraiment très puissante. Quand je dis très, c'est en rapport avec la Switch actuelle. Mais tout de même, ça donne envie parce que la console, on l'a su, était présente à la Gamescom, l'événement
du jeu vidéo à Cologne en Allemagne. Les quelques développeurs triés sur le volet, quelques journalistes triés sur le volet ont pu voir la machine tourner. Alors ils n'ont pas vu la machine en tant que telle, c'était plus ou moins un prototype qui était camouflé, donc la console dans sa version finale, ils ne l'ont pas vu. Mais ils ont vu ses possibilités, ils ont vu des jeux tourner dessus, un certain Zelda Breath of the Wild en 4K 60 fps qui tournait de manière ultra fluide et rapide, qui n'avait aucun temps de chargement entre chaque scène. Ça, c'est très intéressant. La démo, la très célèbre démo Matrix Awakens qui avait été mis en place par Epic Games pour pouvoir montrer les capacités de son tout nouveau moteur graphique, l'Unreal Engine 5, eh bien cette démo tournait aussi sur cette future console de manière assez impressionnante parce qu'il y a des journalistes d'Eurogamers qui avaient déclaré que c'était même par certains aspects mieux que sur PS5. Alors après, forcément, beaucoup de monde ont extrapolé en disant oui, la prochaine console de Nintendo sera aussi puissante qu'une PS5. Attention les amis, on ne va pas aller jusque-là tout de même. Normalement, la machine, et d'après en plus de ça, le PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, qui a eu déjà des informations officielles de la part de Nintendo, cette future console sera d'une puissance équivalente à une PS4. J'entends par là très certainement d'une PS4 Pro. La grande différence et le grand avantage de cette future console, c'est son cœur, en gros son matériel, qui est de chez Nvidia. D'ailleurs, comme la Nintendo Switch actuelle. Et Nvidia, vous le savez, propose des processeurs déjà relativement puissants, mais surtout qui sont accompagnés de technologies très intéressantes comme le DLSS. DLSS qui permet de virtuellement gonfler les capacités d'un processeur, d'une machine, et sans gréver la puissance de ce processeur. Avec quelque chose d'un peu plus léger, on arrive à faire bien mieux grâce à ce DLSS qui aujourd'hui ou arrive bientôt en DLSS 3.5. Et bien la Nintendo Switch 2 peut-être va pouvoir bénéficier de ces avantages apportés par cette technologie de Nvidia, ce qui en fait une console qui au final au niveau performance va pouvoir se rapprocher d'une PS5 et c'est pour ça d'ailleurs que la démo de Matrix Awakens était à certains égards aussi bien voire mieux que ce qui avait été montré sur la console PS5. C'est je pense grâce à ces technologies, à ces ajouts de Nvidia avec son nouveau matériel, ses nouveaux processeurs. Ça augure du bon, ça permet déjà à Nintendo d'avoir du matériel pas trop cher. On sait que pour Nintendo, le prix a toujours été très important, historiquement parlant d'ailleurs, parce que sa première console de salon, la Famicom au Japon, le point d'orgue pour Nintendo, vraiment le point le plus important, c'était le prix. Et ça a toujours été comme ça en fait. Donc ça sera comme ça aussi pour la prochaine console. Mais j'ai envie de penser que Nintendo a envie de revenir un petit peu sur la course à la puissance. Alors peut-être pas au niveau d'une Xbox Series X ni d'une PS5, mais tout de même revenir avec quelque chose de sérieux. Et quand on connaît la capacité à Nintendo d'optimiser et ses machines et ses jeux, quand on voit ce que la Switch actuelle est capable de proposer, je suis très très curieux et même impatient de voir ce que Nintendo va être capable de nous sortir avec une console d'une puissance équivalente à une PS4 Pro, peut-être PS5. Ça risque d'être très intéressant. Moi en tout cas, j'ai vraiment hâte. Cette semaine, on avait discuté de Square Enix aussi. Square Enix qui a une actu assez chargée actuellement, avec des titres qui sont déjà sortis, par exemple Final Fantasy XVI sur PS5, qui fait couler beaucoup d'encre, même si le jeu est vraiment pas mauvais du tout. N'empêche que il y en a un qui commence vraiment à faire parler de lui de manière très insistante, c'est Final Fantasy VII Rebirth Remake 2, si vous préférez, qui arrive bientôt sur console PlayStation, bien évidemment. Le jeu semble complètement fou, très très beau, avec beaucoup de contenu. Il tiendra sur 2 disques. Est-ce que c'est du contenu entre guillemets virtuel ou est-ce que ça sera vraiment impactant sur le jeu? Ça, on verra les amis. Toujours est-il que le jeu semble vraiment réussi, vraiment bon, avec une hype intense autour de ce titre. Et attention, il est très probable que ce jeu arrive sur d'autres plateformes et on pense tout de suite aux consoles de Xbox, parce que vous le savez, maintenant Square Enix et Microsoft ont recommencé à travailler ensemble, mais on avait appris aussi que le nouveau directeur de Square Enix, avait très récemment décidé de lancer Square Enix vers une nouvelle direction en termes de jeu, en fait. Il a tout simplement déclaré que l'entreprise allait se focaliser
sur l'apport des anciens titres de Square Enix en version AAA. En gros, des remasterisations. Ça, c'est en gros ce qu'il sous-entend très très clairement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je ne sais pas. Parce qu'on peut se mettre dans la position de quelqu'un qui n'a pas eu la chance de découvrir les anciens titres de Square Enix qui sont absolument fabuleux, pouvoir les faire en version remasterisée sur les consoles nouvelle génération, c'est plutôt une bonne chose. Franchement, je me mets à la place de ces personnes-là. J'aurais aimé, moi, pouvoir être dans cette situation. Maintenant, pour quelqu'un qui est fan de la société, qui est fan des licences de Square Enix, et qui connaît donc toutes ces licences, même si, ok, il a envie de les faire un petit peu en version remasterisée, pourquoi pas, c'est fun, mais du renouveau, c'est pas mal aussi. Des nouvelles licences, des nouvelles IP, comme on dit, ça aurait été franchement bien. D'ailleurs, j'avais dit lors de cette news que Square Enix est une entreprise qui est pleine de talent, bourrée de talent, et j'ai un petit peu peur que cette direction des remasters ne bloque pas le talent de ces gens-là, en fait. C'est des gens qui sont tellement fous que j'ai envie de voir des choses folles. C'est simple, mais c'est comme ça. Avoir des consoles nouvelle génération aussi puissantes qu'aujourd'hui, juste pour faire des jeux remaster, ça me gêne un petit peu. J'ai envie de voir du renouveau dans certains jeux. J'ai envie de voir de la folie, j'ai envie de voir des nouvelles histoires, des nouveaux mondes. Bref, j'ai envie de voir les développeurs, qui sont des gens normalement ultra créatifs, eh bien laisser libre cours à leur créativité. Et les remasterisations, sauf si on y ajoute 2-3 choses, mais au fond, il n'y a pas grand-chose de créatif là-dedans. C'est un petit peu dommage cette prise de décision de la part du nouveau directeur de Square Enix. J'espère que c'est pas une erreur, franchement, parce que ils peuvent perdre des fans aussi en cours de route hein, avec ce genre de décision. Ils peuvent en gagner d'autres qui n'ont pas connu, donc comme je disais, les anciennes IP, mais ils peuvent quand même en perdre les plus anciens, ceux qui connaissent Square et toute leur production depuis longtemps. Alors, bien sûr, le monde change, les jeux changent. On sait que Sony va se diriger doucement mais sûrement vers le jeu service. On sait que Microsoft pousse de plus en plus vers le démat. Maintenant, c'est Square Enix qui va se diriger, a priori, hein, d'après ce que ça a été annoncé, vers les AAA d'anciens jeux, donc des remasters. Est-ce que tout ça est bon pour notre passion le jeu vidéo? Je sais pas. On peut en débattre un petit peu ensemble, les amis, dans la zone de commentaires. Je vous l'avais annoncé dans la semaine, les amis, que la CMA, l'autorité de régulation britannique, était en train de réfléchir à donner une déclaration ce mois-ci, ce mois de septembre. Eh bien, ça n'a pas attendu, c'était carrément cette semaine. On avait abordé le sujet ensemble, les amis, et ce sera le sujet de cette récap, avec donc la pré-validation concernant l'accord sur le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. On le sait, on revient rapidement dessus, que Microsoft cherche donc à racheter Activision Blizzard King. Ils vont se retrouver avec un catalogue de jeux déjà au niveau quantité assez énorme, mais en qualité pas mal aussi. Dans leur bibliothèque, une vraie et grosse force de frappe supplémentaire dans la bibliothèque de Microsoft et donc du Game Pass. D'ailleurs, hein, les divers leaks qui ont émaillé cette semaine montrait que Microsoft tablait sur une augmentation assez importante d'abonnés au Game Pass pour atteindre à peu près les 100 millions d'abonnés à l'année 2030. Et c'est vrai que l'ajout des jeux Activision Blizzard King dans le service d'abonnement de Microsoft risque très fortement de faire augmenter ce nombre d'abonnés. Du coup, ce pari des 100 millions d'abonnés au Game Pass risque d'être assez facilement atteignable, peut-être pas, mais en tout cas plutôt réaliste. On verra ça en moment voulu, les amis. Mais on sait d'ailleurs que Microsoft, eux, ils lorgnent beaucoup sur le jeu mobile. C'était même une déclaration de Phil Spencer il y a déjà un petit moment. Et évidemment, quand on sait que dans le groupe Activision Blizzard King, il y a King, un géant du jeu mobile, on comprend un petit peu pourquoi Microsoft serait prêt à débourser 70 milliards de dollars pour pouvoir faire son achat. Et ils ont réussi à retourner un petit peu l'opinion de la CMA, parce qu'en fait la CMA était tout à fait contre ce rachat et ils avaient mis en avant la probable trop grande
mise en avant de Microsoft là-dessus, avec une concurrence qui aurait pu être un petit peu étouffée. Microsoft a rassuré tout le monde en déclarant qu'ils avaient conclu un accord avec plein d'acteurs, Nintendo, avec Nvidia et surtout le dernier en date avec Ubisoft. Il confie évidemment à l'éditeur français le soin de la gestion des jeux en streaming d'Activision pour les 15 années à venir, si, et bien si, évidemment, si le rachat d'Activision Blizzard King est conclu, ce qui semble être le cas. Donc on verra les amis ce qui va se passer dans les prochains jours, parce qu'en fait la CMA a déclaré qu'ils vont rendre leur verdict, je pense, final, le 6 octobre prochain, ça arrive très très vite, et c'est même mieux comme ça, parce que Microsoft commençait un petit peu à avoir chaud aux fesses, parce que à la date du 18 octobre, donc peu de temps après, eh bien c'est la date butoir de ce contrat entre Xbox et Activision. Au-delà du 18 octobre, si le deal n'est toujours pas fait, ils auraient été obligés de payer des pénalités très importantes à Activision. Alors certes, quand on est capable de débourser 70 milliards de dollars, on peut rajouter quelques pénalités, c'est pas si grave que ça. Mais quand même, on parle de pénalités de plusieurs milliards de dollars, donc la note à la fin risque d'être très très chargée. Donc on attend le 6 octobre prochain les amis pour avoir enfin le fin mot de cette histoire qui dure déjà depuis 1 an et demi. Voilà, c'est terminé pour la récap, je vous libère, vous avez enfin votre dimanche, profitez de votre famille, profitez de vos potes, profitez pour faire du gaming, n'oubliez pas de vous amuser, donc c'est très important, portez-vous bien, je vous souhaite à tous un bon dimanche et on revient très vite pour les news gaming. Les amis, bonne journée à tous, bye bye.